sur votre écran. Les questions, nous allons les prendre dans le chat. C'est Fabricio qui va s'en occuper. Le webinaire va se passer un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir la présentation d'Anaïs du collectif CADRES, il va y avoir la présentation de Julie Savona et Stéphane Corsetti de la SMA BTP, et ensuite nous aurons Muriel Adamski qui va intervenir pour la MAF. Donc ça va être sur on va dire les 45 premières minutes. Et puis ensuite, on va se laisser du temps pour répondre aux questions que vous aurez posées dans le chat via Fabrice qui va les lire. Voilà, donc je vous remercie et puis on va commencer peut-être petit à petit, Anaïs. Oui. Alors j'active mon micro parce que j'arrive pas, une fois que j'ai partagé mon écran. Vous voyez toujours mon partage d'écran ou pas? Tout à fait, tout à fait. Ah oui, ok. Parfait. Alors je m'excuse, j'espère que le bruit des travaux derrière ne sera pas trop gênant pour vous. Donc je me lance. Donc aujourd'hui, deuxième webinaire du collectif CADRES, donc pour coopération néo-aquitaine pour la déconstruction et le remploi dans l'ESS. Donc le sujet du jour, c'est le sujet assurance. Et donc on l'a déjà dit, mais on peut le répéter. On a donc Julie Savona et Stéphane Orsetti pour la SMA BTP et Muriel Adamski pour la MAF, donc qui feront tout de suite après moi une présentation. Donc c'est la SMA BTP qui débutera, puis la MAF, et après on aura un temps de questions-réponses avec questions chat qui seront lues et retranscrites par Fabrice Suot. Donc le collectif CADRES, donc il est composé d'ADI, ATIS, la CRES, Hydre, INAE, ODI, c'est Renaître. Et donc c'est un collectif qui s'est monté suite à un appel à projet de la région en 2022, la région Nouvelle-Aquitaine. Donc on a été lauréat pour coopérer sur la structuration de la filière de la déconstruction et du réemploi. Donc, on a une feuille de route qui est justement de juin à juin, donc de juin 2022 à juin 2023. Et les gros éléments sur lesquels on travaille et les missions sur lesquelles on travaille, ça va être l'état des lieux et le plaidoyer. Donc, on a fait effectivement sur la première partie de notre coopération un état des lieux que l'on présente assez régulièrement dans des événements auxquels on nous invite. Et qui s'enrichit au fur et à mesure justement de l'évolution du dynamisme de la filière. L'objectif étant de réussir à avoir un état des lieux assez précis et de sensibiliser notamment et d'accompagner les maîtrises d'ouvrage et faire en sorte que les acteurs soient connus et visibles aussi pour répondre aux demandes des maîtrises d'ouvrage sur le territoire. On a un deuxième volet qui est la montée en compétences et le changement d'échelle. Donc, dans la montée en compétences, ça va être toutes les actions qu'on va faire comme aujourd'hui sur des webinaires techniques. On a aussi prochainement une journée technique qui sera organisée à Limoges. On vous fera part dans les prochains jours de la date, du lieu et du programme précis de cette journée technique. Et le changement d'échelle va passer également aussi par la mise en place de coopération. Donc, on a déjà réalisé une première bulle de coopération dans le 64 au mois de janvier, dont on a fait une restitution assez récente qui vise du coup à mettre en lien les acteurs sur un territoire géographique donné. Là, on était sur le 64. L'objectif était d'avoir sur une première demi-journée les maîtrises d'ouvrage, une deuxième demi-journée tous les acteurs hors maîtrise d'ouvrage, et une troisième demi-journée où on faisait se rencontrer maîtrise d'ouvrage et acteurs, et tout ça dans un cadre de travail et d'ateliers participatifs pour essayer de faire naître des coopérations sur les territoires en vue de massifier et de densifier la déconstruction et le remploi en Nouvelle-Aquitaine. Et on travaille également sur un projet qui est porté initialement par RID, mais qui a été porté au sein de ce collectif pour travailler sur une plateforme numérique régionale de gestion des flux de matériaux de réemploi. Et ça, prochainement aussi, on reviendra vers vous pour l'organisation de la première demi-journée de groupe de travail à ce sujet-là. Voilà, donc les objectifs, je les ai dit, c'est la coopération et la mutualisation des acteurs de l'ESS,
réussir à créer des synergies entre la maîtrise d'ouvrage et puis aussi les acteurs, et globalement de tendre vers l'objectif de faire rencontrer l'offre et la demande pour éviter d'avoir une filière qui soit en décalage entre ce qui est demandé et ce qui est possible d'être offert d'un point de vue compétences et moyens. Voilà. Maintenant, merci beaucoup. Merci Anaïs. Bon, c'est vrai que tu as une drôle de musique dans ton bureau, mais ouais. On l'a juste entendu un tout petit peu, ça va. Eh bien, maintenant, on va passer à Stéphane Orsetti et Julie Savona pour la présentation de la SMA BTP. À vous. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, très bien. D'accord. Donc, bonjour à tous. Ma collègue Julie et moi, nous allons vous présenter la vision de l'assureur, en particulier la SMA BTP, sur le réemploi, sur le sujet du réemploi des matériaux dans le BTP. On a divisé notre présentation en deux parties. Très rapidement, on va vous présenter le cadre général du réemploi et on va passer tout de suite après à l'assurance des travaux impliquant des matériaux de réemploi. Alors, je vais laisser Julie vous présenter la SMA BTP. Donc, bonjour à tous, donc Julie Savona. Ce que j'expliquais tout à l'heure au démarrage du webinaire quand même pour voilà, me présenter. Moi, je suis juriste à la SMA BTP depuis 18 ans, donc d'abord en règlement et puis maintenant juriste en contrat. Donc à analyse de risque et gestion de nos grands comptes. Donc je vais présenter brièvement la SMA BTP, qui est un leader en assurance construction depuis 160 ans maintenant. Donc c'est un groupe mutualiste, donc sans actionnaires, et on accompagne donc nos sociétaires pour toutes les questions liées à la construction, que ce soit donc de l'artisan jusqu'à la multinationale, les professionnels de la maîtrise d'œuvre, industriels, distributeurs, fabricants, négociants, et également sur la partie maîtrise d'ouvrage, privé, public, et les professionnels de l'immobilier, ainsi que tous les intervenants qui travaillent donc au sein de ces structures. Donc, comme vous le voyez, chefs d'entreprise, salariés, conjoints, collaborateurs, salariés, enfin voilà, les professions libérales pour toutes les questions autres que de la construction également. Voilà. Ok, très bien. Donc là, on est bien en diaporama, donc je vais reprendre. Donc, quant à moi, je suis responsable de prévention construction à la SMA BTP dans l'entité technique SOCABAT. Donc, nous animons un contingent d'experts conseils au nombre d'à peu près 80 qui sont dispersés dans les régions, dans nos unités de gestion. Et nous animons des thématiques. Alors, ça peut être le réemploi, le hors-site. Voilà, on a pas mal de sujets en cours au niveau de la SMA BTP, tant du point de vue de la souscription, plutôt de l'étude de risque, que des contrats et donc des sinistres. Voilà. Alors, après la présentation que Julie vient de vous faire la SMA, on va suivre le plan suivant concernant le cadre général du réemploi. On va se définir ce que c'est qu'un produit de réemploi et très rapidement, parce que pas mal d'entre vous sont déjà au courant, dire quelques mots sur l'aspect législatif. Alors, de quoi parle-t-on en fait? Il ne faut pas confondre le réemploi, la réutilisation et le recyclage. Le réemploi, c'est quoi? Quand on parle de matériaux, ce sont des matériaux dont l'usage est identique, qui vont être réemployés avec un usage identique à celui initial. Voilà, et dont les performances futures sont identiques ou moindres à l'usage initial en fait. Donc en fait, on admet d'une certaine manière un certain déclassement du produit, puisque les performances peuvent être aussi moindres. Je vous ai donné un exemple, une porte coupe-feu qui peut être réemployée soit en porte coupe-feu, soit en porte de distribution intérieure. La réutilisation, c'est un peu différent. Ce sont des matériaux dont l'usage va être détourné. L'usage qu'on va en faire n'est pas identique à celui initial. Par exemple, un mur de béton qu'on va passer au marteau-piqueur, on va le casser pour réutiliser des bouts de béton en pavage extérieur. Ça, c'est de la réutilisation. Le recyclage, alors c'est encore différent. Là, on va toucher la matière dans son intimité, si j'ose dire. On va transformer la matière
par exemple, du béton de déconstruction ou du béton de démolition qu'on va concasser. On élabore des granulats de recyclage qu'on remet dans un nouveau béton. Là, je donne aussi l'exemple de la porte en bois que l'on broie pour fabriquer un panneau de particules. Alors, un produit de réemploi, c'est quoi? Ça peut être un produit neuf ou usagé. Ce sont des produits de dépose, de déconstruction. Ça peut être aussi des surplus de chantier, produits neufs non utilisés, ou des chutes de pose, des plaques de plâtre découpées que l'on redécoupe pour les utiliser, pour les réemployer à usage identique. Voilà. Alors, maintenant, quand on passe du côté législatif, c'est la loi AGEC qui est le fondement de l'économie circulaire et qui est véritablement le socle du réemploi. Aujourd'hui, le réemploi est clarifié. Si sur un chantier, on a un opérateur qualifié qui trie tous les produits, eh bien, ces produits qui peuvent potentiellement être utilisés en termes de réemploi ne prennent plus le statut de déchets. Ça, c'est important. Le texte va réviser le diagnostic déchets de 2011, qui va devenir maintenant le diagnostic PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets. Et bon, là, on ne va pas en parler beaucoup, mais il y a un troisième item qui est la responsabilité élargie du producteur. C'est une loi qui sera appliquée dès janvier 2023. Elle aurait dû être appliquée en janvier 2022, mais elle a été reculée de 1 an. Alors, je disais que le diagnostic déchets est renforcé et étendu. Ça vient de la loi AGEC. Il y a de nombreux décrets qui sont parus. Le diagnostic PEMD, qui est un diagnostic plutôt quantitatif, il porte sur des opérations de démolition et de réhabilitation significatives sur produits, équipements, matériaux, déchets. Réhabilitation significative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moins 2 éléments de seconde œuvre, parmi ceux désignés dans un article du CCH, le 144, seront majoritairement remplacés. Donc il faut au moins 2 éléments qui seront remplacés majoritairement. Il y a aussi un seuil à plus de 1000 m² de plancher cumulé pour l'ensemble des bâtiments. Donc là, je synthétise. Voilà. Ce qui est important, c'est que cette loi et ces décrets vont redéfinir les priorités. Le réemploi redevient le premier objectif. C'est-à-dire, on réemploie d'abord les matériaux. Si on ne peut pas, on les réutilise, c'est-à-dire on détourne leur usage. Si on ne peut pas, on les recycle. Et si on ne peut pas, on essaie de les valoriser de manière énergétique. Et si vraiment il n'y a rien à faire, ils seront traités en termes de déchets. Voilà. Ce que nous dit la loi et les décrets, c'est que les compétences du diagnostiqueur sont encadrées pour pouvoir réaliser ce diagnostic PEMD. Et autre chose importante, le diagnostiqueur PEMD, personne physique ou morale, doit être obligatoirement assuré en responsabilité pour cette activité de diagnostic, et donc justifier de la souscription d'une assurance qui lui permet de se couvrir et d'être garanti si un sinistre se produit. Le montant des garanties est précisé dans le décret, qui est le décret 822 de juin 2021. Le montant de garantie ne peut être inférieur à 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance. On va passer maintenant au second gros chapitre, l'assurance des travaux impliquant les matériaux de réemploi. On va expliquer les notions de garantie et de technique non courante. On va parler de la qualification du produit ou du matériau réemployé. On ira ensuite vers les nouveaux circuits de distribution et on explicitera les risques, les responsabilités et les impacts sur les contrats d'assurance. Alors, quel est le contexte du point de vue de l'assureur? Le risque couvert dans les contrats d'assurance, il repose sur 3 items en fait. On a d'abord les notions d'activité garantie, c'est-à-dire qu'un sociétaire qui s'assure chez nous ou chez n'importe quel assureur, il doit bien déclarer ses activités. Vous entendez que s'il se lance dans une activité de réemploi, d'une manière ou d'une autre, il devra nous déclarer cette activité. Donc on a bien la notion d'activité garantie. On table aussi sur un montant d'opération sur lequel le constructeur intervient. Alors il y a le montant de son marché à lui,
mais il y a aussi le montant d'opération global sur le projet dans lequel il intervient, tout simplement parce que pour l'assureur, une donnée de base, c'est le sinistre aussi, hein. Donc, si un sinistre est déclaré, le sinistre, il n'aura pas forcément l'envergure du marché de notre sociétaire, mais il peut impacter tout l'ouvrage et tout le projet. Voilà. Donc, on a bien un montant d'opération sur lequel le constructeur intervient. Et il y a une troisième chose dont on tient compte, c'est la nature des travaux réalisés. Et pour ces travaux-là, eh bien, ces derniers doivent correspondre à des techniques courantes, telles que définies dans le contrat d'assurance. Alors, la technique courante, technique non courante, parce qu'on va en parler, c'est une notion assurantielle. Et aujourd'hui, grâce à la Fédération française des assurances, cette définition, elle dispose d'un tronc commun chez tous les assureurs. Par contre, elle reste néanmoins du domaine contractuel avec chaque assureur. Entendez par là que quand on va dans les détails, chaque assureur a sa propre définition de la technique courante. D'accord? Voilà. Si le constructeur ne met pas en œuvre des techniques courantes, à défaut, il met en œuvre des techniques non courantes. Et là, la règle dans l'assurance, c'est que le constructeur, l'entreprise, le locateur d'ouvrage, doit impérativement en informer son assureur. C'est impératif pour pouvoir disposer des garanties et pour pouvoir avoir une bonne assurance et d'être garanti donc si un sinistre se déclare a posteriori. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que aujourd'hui, le réemploi est considéré par les assureurs, parce qu'une position de marché, comme de la technique non courante. Pourquoi? Parce que à ce jour, les référentiels techniques qui sont reconnus par tous les acteurs du bâtiment, hein, les normes, les DTU, les règles de recommandations professionnelles, les ATEC, les DTA, les ATEX, ne visent en effet pas le réemploi. Les techniques de dépose-repose ne sont pas traitées et la majorité des textes traitent des produits neufs et des produits qui correspondent aux normes produits en vigueur lors de leur mise en œuvre. Voilà. Par contre, on a aujourd'hui la création de documents divers concernant le réemploi des matériaux. Les fiches FCRBE sont des fiches européennes, les guides Fondation Bâtiment Énergie, les fiches Bellastock. À partir des guides FBE, il y aura dans un futur proche l'élaboration de recommandations techniques professionnelles, hein, qui seront adoubées par les différents acteurs de la filière et qui permettront à terme de mieux cadrer techniquement le réemploi. Voilà. Et l'élaboration de ces documents va contribuer à la maîtrise des risques et à bien périmétrer les projets dans lesquels interviennent nos sociétaires. Alors, ces recommandations futures, hein, qui ne sont pas encore inscrites dans le marbre, si j'ose dire, devront être visées par la commission prévention produits et l'agence qualité construction. Donc ça, c'est l'AQC, hein. Je suppose que tout le monde connaît l'agence qualité construction. Notre vision, c'est qu'en termes de temporalité, on a 3 niveaux, en fait, hein. Actuellement, les projets qui nous arrivent, alors ils ne sont pas hyper nombreux sur le réemploi, nous incitent à assurer au cas par cas. Oui, parce que la filière est en train de se structurer, il n'y a pas les référentiels, donc nous, à SMA BTP, on réalise des études de risque, on a des experts hein, qui réalisent des études de risque, et on assure avec nos collègues de la SMA, hein, puisque nous sommes entité SOCABAT, entité technique, voilà, on se coordonne pour assurer au mieux nos sociétaires au cas par cas. Donc ça, c'est actuellement. Dans un futur proche, à moyen terme, il y aura l'édition de ces recommandations techniques professionnelles, reconnues de tous les acteurs et validées. Donc là, on pourra déjà rentrer, pour certains matériaux, dans de la technique courante. Alors à plus long terme, c'est évidemment ce qu'on projette, hein, une intégration du réemploi dans les DTU. Et là, pour certains matériaux, on tombera même dans le domaine traditionnel, hein. Sur l'évaluation des risques, en fait, comme pour toute TNC, l'évaluation des risques assurantiels s'effectue en fonction des compétences et du savoir-faire des intervenants, de la vulnérabilité des produits de réemploi, donc, hein, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit,
et des enjeux qui sont associés. Donc là, c'est le marché, hein, voilà, c'est le coût du projet. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que certains produits peuvent potentiellement présenter des risques accrus. Par exemple, les éléments structurels ou structuraux, les éléments de clos et couverts, par exemple les menuiseries, ou ceux qui participent à la sécurité des personnes. Là, je parle par exemple des garde-corps, hein. Comment on va détacher un garde-corps de la façade de manière à ce qu'il soit réemployable après. Voilà. Voilà, donc on a des produits qui sont un peu plus touchy que d'autres vis-à-vis du réemploi. Les produits et les procédés, ça veut dire qu'ils devront être évalués d'un point de vue technique afin de valider la possibilité du réemploi et d'en faciliter le bon usage. Sachant que le réemploi, c'est aujourd'hui considéré comme de la technique non courante, nous, pour nos études de risque à l'SMA BTP, on se base néanmoins sur le référentiel actuel. Un produit de réemploi, il a peut-être aujourd'hui un ATEC ou un ancien ATEC, un ancien DTA. Donc, on se base sur ça pour normaliser nos risques. Il y a les documents futurs qui vont paraître dans pas très longtemps et qui nous permettent aussi, même si ce n'est pas un référentiel officiel, hein, je parle des guides FBE, hein, voilà, qui nous permettent de normaliser aussi le risque. Voilà. Donc, l'assureur n'est pas un frein au réemploi, à ces nouvelles données, à ces nouveaux modes constructifs, mais il est aussi là, ce qu'il faut comprendre, hein, pour normaliser son risque. Ce qui est important, c'est que dans chaque projet de réemploi, j'évoque la structuration de la filière, les intervenants devront être connus de l'assureur et leur mission bien périmétrée, bien déclarée et bien déterminée dans la chaîne de valeur. Chaque mission implique bien entendu des responsabilités diverses qu'il appartiendra à l'assureur de déterminer pour garantir et assurer son sociétaire. Dans tous ces intervenants, dans tous ces nouveaux acteurs qui structureront la filière du réemploi, il y a une mission, je pense, qui devra se développer et qu'on a appelée la mission ou le métier du qualificateur du produit de réemploi, qui aura en tout cas un impact prépondérant dans l'évaluation des risques dans les projets réemploi. Et cet acteur, je pense, va donner de nombreuses informations à l'assureur pour normaliser son risque. Alors, je le rappelle, hein, l'étape 1, c'est le diagnostic réglementaire PEMD. Voilà. L'étape 2, c'est la qualification technique des produits. C'est une étape qualitative et non plus quantitative. Un nouveau métier à créer. Le qualificateur devra donner une conformité aux exigences réglementaires, normatives, performantielles sur les produits à réemployer. Cette action et cette qualification sera garante de la réemployabilité des produits, permettra une bonne assurance. Les responsabilités seront accrues pour l'intervenant, hein, on va voir ça tout à l'heure avec Julie, et tout ça impliquera une notion de traçabilité. Alors, qui pourra exercer ce métier de qualificateur, hein, qui doit attester que les produits réemployés correspondent bien aux exigences requises? Ça pourra être un maître d'œuvre, un contrôleur technique, une entreprise, une plateforme de distribution, un acteur indépendant missionné par l'une des parties. Voilà, il n'y a pas de schéma figé, hein. Je répète, la filière est en structuration, donc tous ces acteurs pourront éventuellement prendre une mission de qualificateur, hein. Donc, le qualificateur caractérise l'aptitude à l'emploi qualitativement. Il va préconiser par tout moyen de preuve, examen visuel, mesure in situ, justification par calcul, essai en laboratoire, procès-verbal, la caractérisation des performances réglementaires en lien avec la sécurité des personnes et tout ce qui concerne l'aspect normatif, les performances techniques existantes, les performances résiduelles du produit qui seront déterminées. Tout ça sera nécessaire au bon réemploi des produits, des procédés et des matériaux. Il va préconiser aussi la méthodologie pour garantir ces performances pendant toute la durée du chantier, depuis la déconstruction jusqu'à la nouvelle mise en œuvre, hein, en passant par le démontage, stockage, reconditionnement, transport, manutention et remontage in fine. Voilà, j'en ai pratiquement terminé pour ma partie.
Actuellement, la qualification, elle n'est ni définie ni encadrée. C'est une mission très importante. Il faudra qu'elle soit déclarée, bien définie projet par projet, hein, en particulier l'étendue de la mission, hein, qui doit être connue de l'assureur. Il faudra, je le suppose, une formation des acteurs assurant la mission, des oui. compétences, voire la mise en place d'une future qualification. La qualification, elle est réalisée en lien avec l'opération de construction, hein, avec les produits réemployés. Il s'agit donc d'attester qu'ils répondent aux exigences techniques, ces produits de réemploi, hein, normatifs, performantiels, pour un réemploi optimal. Voilà, là, je laisse la La main. continuité à Julie. Oui. Alors, je vais poursuivre effectivement sur les nouveaux circuits de distribution, parce que de tout ce qu'on a vu précédemment avec Stéphane, forcément, ça va créer de nouvelles choses. Et là, donc, les nouveaux circuits de distribution. Donc, on a l'habitude traditionnellement que le fournisseur de matériaux, ce soit le fabricant ou le négociant, hein, qu'on connaît comme intervenant à l'acte de construire. Mais désormais, il y a un nouveau circuit de distribution qui va être amené à exister. De par le maître d'ouvrage, ça va être le maître d'ouvrage en cas de réemploi sur un même site ou sur un autre site, les propriétaires des immeubles déconstruits, des plateformes de distribution avec la mise à disposition ou en vente, les entreprises de déconstruction. Donc voilà déjà une première chose. Ces nouveaux circuits de distribution entraînent une nouvelle approche et une nouvelle réflexion. Qui lève la main, je pense qu'on n'a pas encore Ah. parlé de la filière forêt bois papier, donc à mon avis. Je ne sais pas. La filière bois papier, c'est ce que j'ai entendu, mais Non, excusez-moi, c'est que j'avais oublié d'enlever mon micro. Donc, c'est une personne qui. Je suis arrivée en retard en plus. Donc, excusez-moi, je coupe mon micro. Voilà, Ok, désolée. pas de souci. Non, pas de souci. Donc voilà, donc ces nouveaux circuits de distribution, je reprends, avec donc qui entraîne une nouvelle approche, puisqu'effectivement des questions vont se poser suite à ça. Qui est donc le fournisseur de l'entreprise poseuse? Effectivement, si ce n'est plus le traditionnel fabricant ou négociant avec les assurances qui y sont liées, etc. Voilà, c'est la détermination aussi de ces nouveaux intervenants, avec le risque inhérent au recours pour l'entreprise poseuse en cas de déficience du produit. Quelle responsabilité pour un propriétaire fournisseur? On sait bien que l'entreprise, au titre du devoir de conseil, a une responsabilité très élargie, et quand bien même donc un maître d'ouvrage propriétaire va fournir des produits, est-ce que lui va être soumis aussi à une responsabilité étendue, ou est-ce que le professionnel qui pose un produit dès lors qu'il a accepté de le poser, voilà, va avoir une responsabilité élargie sans possibilité de recours envers un maître d'ouvrage privé notamment? Donc ça entraîne une modification de la chaîne des responsabilités avec la disparition de l'acteur habituel, hein, comme je l'ai dit, le fabricant ou le négociant. Et en cas de défaillance du produit, ce recours, voilà, c'est un peu une interrogation en l'état actuel. Voilà. Passer la slide, je crois que c'est... Ouais. Donc de ces nouveautés va apparaître aussi des risques nouveaux. Puisque il y a une garantie de 10 ans donc après réception des ouvrages, la garantie décennale. Mais on sait que si on réemploie donc des matériaux qui ont déjà eu, pour une durée indéterminée, un usage, quel est le risque potentiel sur une garantie qui va être donnée pour ces produits intégrés à une structure? Voilà, une garantie de 10 ans, pour l'instant, ça reste encore ça reste un risque nouveau. L'évolution aussi des contraintes réglementaires et techniques. Un produit qui a été fabriqué avec des normes de 2010, aujourd'hui, s'il est réemployé, bon, voilà, s'assurer de son état, mais c'est une autre démarche. Les qualités performantielles également, qui peuvent se dégrader avec le temps, hein, donc bon, tout ce qui est indiqué, étanchéité, isolation thermique, acoustique, sécurité incendie, sécurité des personnes. Et un matériau qui peut être source d'une contamination pour un ouvrage nouveau, alors que voilà, l'ouvrage nouveau est sain et nous, on vient intégrer quelque chose, un matériau qui peut être de façon inhérente vicié. Donc c'est un risque également à prendre en compte. De ces risques, des responsabilités également nouvelles. Les responsabilités civiles et décennales des entreprises vont pouvoir être impactées, comme je l'ai dit tout à l'heure, du fait de la disparition, alors voilà, hein, en tout cas dans le cadre du réemploi des matériaux, d'un fabricant. Quelle assurance pour le qualificateur et le vendeur aussi? L'entreprise va elle-même porter ce risque du produit qu'elle met en œuvre, hein, ce que j'expliquais avec cette
quand même la responsabilité de l'entreprise qualifiée de professionnelle, une responsabilité étendue. Donc là, c'est un point important. L'implication de l'entreprise dans l'étape de qualification des produits. Si elle n'a pas sollicité un qualificateur externe, elle va aussi porter ce risque, donc avec absence de recours potentiel. Et puis, la mise en œuvre d'une technique non courante, donc c'est ce qu'expliquait Stéphane tout à l'heure. Voilà, ça nécessite, en termes de responsabilité et de prise en compte par l'assureur, de le déclarer à son assurance. Les impacts sur le contrat d'assurance, puisque comme on l'a vu, le contrat d'assurance a vocation à garantir une activité mise en œuvre dans le cadre d'une technique courante. Et en l'absence et dans l'attente de l'élaboration, voilà, des recommandations techniques professionnelles et des documents qui y sont liés, il n'y a pas de normalisation du risque et le réemploi est bien une technique non courante. Donc il va être nécessaire, avant d'intervenir dans le cadre du réemploi des matériaux, de saisir son assurance, en tout cas dans la SMA BTP, pour étudier le dossier et pouvoir étendre les garanties décennales. Donc la SMA BTP, donc avec le soutien de la SOCABAT, expert technique, accompagne dans le cadre de l'assurance des chantiers, aussi pour attirer l'attention sur certains produits et puis certaines techniques. Donc voilà, il y a quand même cet accompagnement pour chaque chantier qui sera fait. L'étendue de la mission de l'entreprise aussi, qualification, diagnostic. Si l'entreprise participe au processus de qualification pour un autre marché ou le sien, il convient de vérifier que cette activité a bien été déclarée sur son contrat d'assurance et qu'elle est couverte aussi au titre de sa responsabilité pour cette nouvelle mission et cette nouvelle activité. Donc, dans le circuit de distribution, forcément, pour ce qui est des impacts sur les contrats d'assurance, les garanties vont devoir être adaptées puisqu'on voit il va y avoir forcément un jeu sur la possibilité de recours, que ce soit donc envers le fabricant qui n'est plus là, sur la qualité des produits, la présence d'un qualificateur donc, doit être assuré, mais il va falloir s'en assurer et vérifier ça. Et puis, le maître d'ouvrage, s'il fournit les produits de réemploi, il y a également un potentiel problème d'équilibre de risque sur le contrat d'assurance, puisque l'entreprise, dans le cadre de sa déclaration d'assiette, quand elle va payer sa cotisation, elle n'aura plus les produits qui vont faire partie de son marché. Donc là aussi, il y a une perte financière pour l'assureur, puisque dans le cadre d'un sinistre potentiel, quand bien même il faudra reprendre sur un chantier des travaux, on n'aura pas perçu de cotisation sur les produits qui ne font plus partie du marché de l'entreprise, mais en termes de réparation du sinistre, c'est bien une somme qui devra être prise en compte. Donc, il y a un problème, enfin voilà, en tout cas, il y a tout. C'est pas un problème, mais en tout cas, il y a un impact sur l'équilibre du contrat d'assurance du fait de l'absence de recours et de cette question d'assiette qui doit être aussi analysée pour les assureurs. Voilà. Donc, c'est tout un environnement nouveau qui est en train de se créer avec des missions différentes, des missions nouvelles et qui nécessitent aussi des nouvelles assurances. Donc, pour le déconstructeur curateur avec une mission de préservation des matériaux qui va avoir l'obligation d'être assuré en responsabilité civile professionnelle. Le diagnostiqueur également qui aura cette obligation. Le qualificateur. Donc là, tout dépend de l'étendue et de la nature de sa mission, puisque effectivement, il pourra être recherché en responsabilité civile professionnelle, mais peut-être aussi en responsabilité décennale. Donc ça, c'est des appréciations et interprétations qui vont venir plus tard, dès lors dans l'attente de la survenance des sinistres. Mais c'est effectivement des questions à se poser en termes d'assurance et de responsabilité liées à ces nouvelles missions. Donc, les maîtres d'œuvre économistes de la construction qui vont aussi avoir des missions nouvelles devront être assurés, bien évidemment, pour cela, sur le fondement de la RC et certainement aussi de la décennale obligatoire. Et puis, l'assistant maîtrise d'ouvrage réemploi qui aura l'obligation, lui, d'être assuré en RC également. Donc, en conclusion, le processus de réemploi va devenir incontournable du fait du cadre législatif actuel, mais il va être important de sécuriser cette filière, que ce soit d'une façon technique ou juridique. La mise en forme des recommandations techniques professionnelles est un indispensable pour faciliter les relations entre assureurs et intervenants, puisque effectivement, à l'état actuel,
dans l'attente de cette évolution, il y a forcément la saisine de l'assureur au préalable dans le cadre d'un chantier avec du réemploi des matériaux. C'est un préalable dans l'attente de la mise en place, voilà, de ces recommandations techniques et de la normalisation du risque, qui est donc à venir. Voilà. Donc ça, c'est la conclusion de notre présentation. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était très clair. Il y a déjà plein de questions, donc on les traitera tout à l'heure. On va laisser Muriel Adamski pour la MAF reprendre le relais des présentations. Muriel, si vous voulez nous partager votre document. Oui, je suis en train d'ouvrir le document. Très bien, ça y est, on le voit. Ok, vous le voyez. Parfait, merci. Donc, je suis Muriel Adamski, référente métier au sein de la direction de la stratégie juridique et des services de la MAF, comme vous l'avez dit. MAF créée depuis 1931 par les architectes pour les architectes. Nous sommes à contre-courant de la position du marché parce que contrairement à tous les assureurs, nous encourageons l'innovation et ne distinguons pas la technique courante de la technique non courante dans nos contrats. Nous assurons plus de 90% des architectes de France. Nous les accompagnons, défendons leurs responsabilités. La MAF s'est progressivement ouverte aux autres concepteurs de la construction en créant sa filiale Euromaf en 2000. Et aujourd'hui, la MAF assure également des chantiers à l'étranger. Voilà pour ce qui est de la présentation de la MAF. Bien entendu, nous favorisons les matériaux de réemploi et je vais vous partager le diaporama. Donc, c'est un marché avec un enjeu environnemental et aussi un enjeu, il faut en parler, quant à la pénurie des matériaux. Chaque année, le secteur du bâtiment produit 227 millions de tonnes de déchets, dont 35 millions seraient encore viables. Et le recours à des matériaux de réemploi issus de la construction constitue notamment une réponse pour limiter l'impact carbone du bâtiment et limiter les effets de la dépendance de l'Europe aux effets de la mondialisation sur la pénurie de matériaux. En France, le secteur du bâtiment concentre près du tiers des émissions de gaz à effet de serre nationales, 28% par l'usage des bâtiments et 5% par l'activité de construction, rénovation et déconstruction. C'est donc un secteur qui est au cœur du développement durable. Outre la nécessité de rénover les logements les moins performants, il faut construire différemment avec l'idée de diminuer l'impact carbone des bâtiments. Et c'est avec cet objectif que les pouvoirs publics ont mis en place différentes réglementations de recours aux matériaux de réemploi. Le réemploi consiste à intégrer un matériau déjà utilisé dans un ouvrage neuf avec une destination similaire. Donc, si on utilise une porte, elle aura de nouveau la fonction de porte. L'encouragement au recours aux matériaux du réemploi, donc comme vous l'avez précisé juste avant, la loi Elan, la mise en œuvre de la RE 2020, cette RE 2020 qui me fait beaucoup penser à l'époque à la RT 2012, pour laquelle on s'était tous mobilisés et puis finalement on s'est aperçu qu'on avait très peu de sinistres. Donc on pense que ça sera peut-être pareil pour le réemploi, d'autant que nos adhérents, et notamment pour les bâtiments historiques, les monuments historiques, utilisent déjà ce réemploi depuis plusieurs années. Alors, sur le calcul de la performance environnementale de bâtiments est basé sur une analyse de cycle de vie.
qui prend en compte l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du bâtiment et de sa construction, à sa démolition et son recyclage sur une durée conventionnelle de 50 ans. On comptabilise ainsi les consommations de matière et d'énergie sur les 5 phases du cycle du bâtiment: production, construction, exploitation, fin de vie et potentiel recyclage ou réemploi. Chaque phase prend en compte la contribution aux impacts environnementaux des 5 catégories qui composent le bâtiment: composants, énergie, eau, chantier, parcelle. Le calcul de l'ensemble des contributions aux impacts environnementaux se fait en associant une donnée de projet à une donnée environnementale pertinente. Une première approche permet d'estimer le gain carbone du réemploi à 15% par rapport à un projet de base sans réemploi. Celle-ci a été faite en considérant les matériaux les plus couramment employés actuellement. Je voudrais quand même insister sur le fait que le choix d'avoir recours à des matériaux de réemploi relève de la maîtrise d'ouvrage. Alors, les jalons législatifs et réglementaires, je pense que on va passer puisqu'on l'a vu déjà en amont. Là, la slide, je vais la passer. J'ai déjà vu. Là, c'est pareil, on va bien dissocier le recyclage, réutilisation et réemploi, mais ça a été vu également. Le réemploi est bien la réutilisation. Donc, la réutilisation se distingue par le passage ou non du bien en fin de vie, par le statut de déchet. Le réemploi, c'est les produits qui ne sont pas des déchets, sont utilisés de nouveau pour un usage futur identique. Comme vous l'avez dit précédemment, une porte va resservir en porte. Alors, ce diagnostic, produits, équipements, matériaux, déchets, il ressort de la loi 2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire du 6 février 2020. Ça, pareil, ça a été dit, sur la surface cumulée du plancher de 1000 m². Je pense que là, on va également passer, puisque ça a été vu. Alors, 3 typologies de réemploi. Le réemploi de matériaux existants sur le chantier lui-même en rénovation. Le réemploi de matériaux provenant d'un chantier déconstruit, mais fourni par les entreprises elles-mêmes. Et le réemploi de matériaux provenant d'un autre chantier. À ce stade, la démarche d'assureur sur la question du réemploi repose sur les points suivants. La nécessité d'avoir en amont ce diagnostic PEMD, diagnostic produits, équipements, matériaux, déchets, détaillé sur les matériaux pouvant être réemployés et un accès aux informations contenues dans ce diagnostic sans limitation de temps. Il s'agit du point crucial de la traçabilité du matériau qui débute dès ce stade. Et vous l'aurez compris, le point crucial de la traçabilité pour ensuite en décliner la responsabilité. Une déconstruction soignée impliquant une activité à part entière nécessitant d'avoir une qualification métier. Et la validation technique du matériau réemployé permettant de s'assurer de la conformité du matériau aux exigences réglementaires, normatives et performantielles propres à ce type de matériau. Tous les matériaux ne sont pas éligibles, du mode de reconditionnement à appliquer, des conditions du stockage et du mode de traçabilité prévu. L'approche assurantielle se fait sous l'angle de la maîtrise du risque lié notamment au risque décennal. Donc, le risque décennal, c'est un facteur incontournable quant au type de matériaux réemployables. Un élément d'équipement peut entraîner la responsabilité décennale d'un constructeur si cet élément entraîne une impropriété à destination de l'ouvrage, c'est comme nos éléments d'équipement dissociables destinés à fonctionner, ou si celui-ci est éteint dans sa solidité. Ainsi, même en ayant déjà vécu un matériau réemployé, doit donc pouvoir justifier d'une durabilité à minima de 10 ans, puisque sur la décennale, nous sommes sur une durée de 10 ans à compter de la réception. Ce sont les exemples d'éléments d'équipement tels que le radiateur qui devient poreux et fuyard, ou encore les tuiles en terre cuite devenues infiltrantes
suite au mauvais conditionnement de stockage en attente du réemploi. Donc, ces tuiles auraient subi des microfiltrations et ensuite elles deviennent infiltrantes. Les assureurs sont donc en période de réflexion en ce qui concerne la pratique du réemploi et acceptent de suivre leur assuré de longue date à la condition qu'ils disposent d'un dossier technique complet, permettant d'apporter les preuves de ce que le matériau réemployé reste conforme à un DPU et mis en œuvre dans le respect des règles de l'art et de la réglementation en vigueur. Le matériau dispose en lui-même des caractéristiques intrinsèques requises pour répondre à la sécurité normalement attendue. Le matériau présente une durée d'usage attendue compatible avec les durées des responsabilités et l'assurance des acteurs. Le négociateur de matériaux de réemploi soit identifié dans une filière organisée et le matériau soit validé par un acteur de confiance qui s'engage sur les capacités du produit à être réemployable. Donc là, la méthodologie pour validation du réemploi pour un projet donné. Alors, comme je l'avais dit précédemment, c'est à l'initiative du maître d'ouvrage dans son programme, le diagnostic, TEMD si nécessaire, ou choix de la plateforme, une compatibilité avec les textes normatifs et les règlements sur les conditions de mise en œuvre, les exigences de sécurité, incendie par exemple, thermique, exigences énergétiques, menuiserie, par exemple, désignation d'un contrôleur technique en amont pour la validation du choix des matériaux en réemploi. C'est vrai qu'en matière, en construction, sur nos sinistres, on est, dès qu'on veut proposer une solution alternative, pour la faire valider, on fait appel à un contrôleur technique. Eh bien là, pareil, c'est une sécurité. Modalité de validation des matériaux, échantillonnage, tiers de confiance. Alors ensuite, les vérifications d'ordre logistique. Le négociateur de matériaux de réemploi, il faut qu'il soit identifié dans une filière organisée, afin que l'on puisse recouvrir au titre de sa responsabilité, le cas échéant. Le matériau soit validé par un acteur de confiance qui s'engage sur les capacités du produit à être réemployable et les modalités de stockage, comme on l'a vu, des modèles de stockage de bois qui seraient trop humides, de tuiles qui vont se fissurer et puis devenir infiltrantes. Voilà, sur la rédaction également des pièces contractuelles, les marchés de travaux, alors référence à l'utilisation en matériaux de réemploi, le cahier des charges, le CCTP fermé, le gisement identifié au moment de son écriture, ou le CCTP ouvert, le gisement n'est pas identifié, mais le réemploi est possible, et les clauses d'assurance adaptées. Le contexte réglementaire normatif et l'assurance maintenant. Alors, les garanties apportées par les contrats d'assurance RCD après réception reposent sur les deux principes de base. Les travaux doivent relever des activités assurées et les travaux doivent être de technique courante. Donc, quels sont les travaux de technique courante? Eh bien, c'est tout ce qui est réglementé, normé. Il est vrai que les assureurs, la plupart des assureurs assurent des entreprises et certains maîtres d'œuvre qui ne sont pas la marque, ils opèrent une distinction entre les travaux de technique courante et les travaux de technique non courante, qui nécessitent une déclaration préalable pour être assurée. À la marque, nous ne procédons pas à cette distinction. Il s'agit d'une notion contractuelle donc définie aux conditions générales des polices d'assurance construction. Cette notion peut varier d'un assureur à l'autre. Si généralement les travaux traditionnels conformes aux règles de l'art, normes et DPU sont considérés comme relevant de la technique courante, les réponses peuvent diverger en ce que les normes, en ce qui concerne les règles professionnelles, les avis techniques et d'une façon générale les familles de produits mises en observation par la CDP. Les assureurs assimilent le réemploi à de la technique non courante, à l'exception de la marque. Et donc, du coup, il va falloir reporter à la désignation de chaque contrat et dans le but d'interroger l'assureur. Donc là, nous avons la définition, les clauses de la technique courante et puis la nouvelle clause
à compter de janvier 2023. Vous avez ici un récapitulatif du domaine d'analyse de la C2P sur les techniques courantes et non courantes. Les assureurs garantissent de l'entreprise, donc si les travaux, vous l'avez dit précédemment, si les travaux sont visés par un DPI, des règles professionnelles, des avis techniques figurant sur la liste verte, les matériaux de réemploi ne répondent plus à ces exigences. Il n'y a pas d'avis technique. Alors, ben voilà, il va falloir évoluer. Des matériaux nouveaux dépourvus souvent de performances validées, des matériaux non normalisés, par exemple chevenotes, de chanvre, paille, nécessitant la mise en place de labels ou la terre crue, des modalités de mise en œuvre imprécises, nécessité de formation technique. Sur les procédures d'évaluation des techniques non courantes, donc elles peuvent pouvoir permettre leur assurabilité, cahier des charges de fabricants, avis technique expérimental ATEX, enquête de technique nouvelle ETN, avis technique ATEX non publié en liste verte, règles professionnelles. Donc les ATEX, les DTA, les ATEX, les ETN, le pass innovation, on en a déjà parlé, je vais passer cette slide. Le contrat d'assurance est établi et tarifé par l'assureur sur la base du risque présenté par les travaux de technique courante et l'entrepreneur assuré s'engage à déclarer, doit s'engager à déclarer les travaux ne répondant pas à ces critères. Pour bénéficier des garanties de son contrat, il incombe donc à l'entrepreneur de vérifier lors de la remise de son offre que les travaux qu'il envisage de réaliser ou de sous-traiter sont conformes aux règles définies par son assureur comme relevant de la technique courante. Dès lors que des TNC sont mis en œuvre, l'entrepreneur doit obtenir l'accord préalable de son assureur par une attestation spécifique chantier, par exemple. La déclaration de travaux de technique non courante dans le cadre d'une opération déterminée doit être accomplie au plus tôt et avant la mise en œuvre. Les extensions peuvent être ponctuelles pour un seul chantier ou par abonnement si le procédé de TNC est régulièrement mis en œuvre par l'entreprise. Donc là, il va y avoir des démarches administratives plus lourdes qui vont prendre du temps, donc il va falloir anticiper. La non-déclaration de travaux de technique non courante fait peser sur l'assuré la menace des sanctions prévues par le Code de l'assurance pour absence de déclaration ou d'aggravation du risque, à savoir une réduction de l'indemnité, règle proportionnelle de prime au sens de L113.9, voire une absence totale de garantie si on conditionne l'octroi de la garantie du contrat à la déclaration de la TNC. Mais bon, là, la jurisprudence va surtout sur une RPT plutôt qu'une non-assurance, une absence de garantie. Ces limites qui sont généralisées aux assurances de responsabilité décennale des entreprises peuvent également s'appliquer à des contrats d'assurance DO. Dans ce contexte, le MO doit également en informer son assureur DO lors de la souscription de sa police, parce qu'effectivement, une police DO peut également couvrir la seule technique courante. Donc, concernant les responsabilités, en France, les constructeurs sont présumés responsables, donc présomption de responsabilité, des désordres affectant les ouvrages qu'ils construisent, et ce, pendant 10 ans après la réception. Il s'agit d'une garantie légale, 792, à laquelle il n'est pas possible de déroger. Les désordres de nature décennale sont ceux qui vont porter atteinte à la solidité des ouvrages ou qui le rendent impropre à son destination, déplacement de sol, des effets d'étanchéité à l'eau, à l'air. Il est donc essentiel que les produits et procédés mis en œuvre par les constructeurs soient caractérisés, fiables et qu'ils permettent de construire en apportant durablement toute la sécurité nécessaire à l'ouvrage neuf ou rénové. Cependant, la responsabilité des différents acteurs ne repose pas sur les mêmes fondements juridiques. Donc 1792-1 qui définit les constructeurs
et constructeur, et réputé constructeur de l'ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître d'ouvrage par un contrat de maître d'ouvrage. La mise en cause des constructeurs à l'origine de la vente de matériaux. Les entreprises poseuses sont les premières concernées par les sinistraliennes. En effet, en leur qualité de co-contractant du maître d'ouvrage, elles en répondent en premier lieu au titre de leur responsabilité contractuelle et décennale. Elles auront ensuite un recours éventuel sur le fabricant, mais s'agissant d'une police facultative, on peut se heurter à une atteinte du plafond. Le lieu du produit n'étant pas une cause d'exonération de responsabilité, les entreprises devront assurer la charge en première ligne. Et la responsabilité de la maîtrise d'œuvre, sauf erreur de prescription, ne devrait pas être exposée en première ligne. De même, le risque de l'insolidum si l'entreprise n'est pas garanti. C'est vrai que ce risque de l'insolidum pèse souvent sur l'architecte, surtout sur des chantiers avant réception. Et là, compte tenu des règles proportionnelles de primes éventuelles, effectivement, l'architecte pourrait être redevable de l'insolidum, mais on va devoir s'assurer de la sécurité par des attestations spécifiques pour ne pas subir l'insolidum des autres assureurs. Alors Muriel, je veux juste voilà, vous dire qu'il est déjà 15h30 et qu'on voilà, je ne sais pas où vous en êtes de votre non, mais présentation. écoutez, j'ai carrément terminé, puisque là, je disais que les fabricants, ils ne sont pas soumis à 1792, donc là, c'est liberté contractuelle, plafond de franchise, qu'il y a effectivement une garantie frais de retrait, mais bon, c'est pas… Et puis, j'avais terminé. Eh bien, très bien, merci beaucoup Muriel. Et donc, on va Merci à vous. passer aux questions, puisque j'ai vu passer de nombreuses questions dans le chat. Donc, Fabrice, à toi. Oui, effectivement, il y avait plusieurs questions sur les recommandations techniques professionnelles. Est-ce qu'effectivement, on a une visibilité sur la temporalité, les échéances et peut-être aussi du détail sur s'il y a des produits qui sont visés, des catégories de produits? Excusez-moi, je voulais juste intervenir 2 petites secondes avant les questions pour faire une petite précision, parce que comme la meuf soulignait qu'effectivement, contrairement aux autres assureurs, il n'y avait pas la notion de technique courante pour les architectes, c'est la même chose chez nous pour nos maîtres d'œuvre. La notion de technique non courante, c'est surtout pour c'est pour les poseurs, en fait, les entreprises. Oui. Voilà, donc c'était pour préciser ça. Très bien. Du coup, peut-être, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, justement, la SMA, sur les questions là. Donc, vous avez évoqué les recommandations à moyen terme là, sur les techniques professionnelles. Est-ce que du coup, est-ce que vous avez une visibilité quand on parle de moyen terme, à quelle échéance? Est-ce qu'il y a des types de produits, des familles de produits qui sont visés prioritairement? Alors, les échéances, là, je n'ai pas de boule de cristal, mais il y a 8 guides qui sont parus, qui émanent de la Fondation de Bâtiment Énergie. Donc, c'est le CSTB qui a rédigé ces guides. Alors, je ne les ai pas forcément ici, mais ça concerne les parquets, ça doit concerner les tuiles. Hein. Donc, il y a 8 matériaux, 8 catégories de matériaux qui sont bien ciblés, et c'est en priorité cette typologie de matériaux qui sera destinée, enfin, dont les guides seront destinés à devenir des recommandations professionnelles. Alors, quand je sais que les guides sont rédigés, donc je vais pas m'avancer, mais peut-être dans 2 ans, le temps que ce soit validé par la C2P, qu'il y ait des remarques. Là, quand ça arrive au niveau de la C2P, au niveau de l'AQC, il y a vraiment toujours des allers-retours, il faut corriger les guides, il y a des remarques de tous les acteurs de la profession, c'est comme ça que ça marche, hein, il faut un consensus, et ça prend quand même un petit peu de temps. Oui. Alors, je vous dis 2 ans, c'est un peu au doigt mouillé. Hein. Si je peux rajouter, il y a ce projet Spirou qui est de sécuriser les pratiques innovantes de réemploi. Ce projet est piloté par le CSTB avec l'aide de Caliconsul notamment et le soutien financier de l'ADEME. On a
les 10 familles de produits retenus, type de matériaux, donc un bloc-porte et bloc-porte bois, appareil sanitaire en céramique, dalle de moquette, charpente industrielle à permettre en bois, charpente par rapport aux charpentes métalliques, avec moi, ça c'est les problèmes de les charpentes, radiateur à eau, armoire électrique et protection modulaire, luminaire, briques à mortier de chaux, bardages minéraux et conduits de ventilation rigide en galvan. C'est pas les mêmes guides que les guides FBE, je crois, hein. Les guides FBE, il y a d'autres matériaux qui sont visés. Donc, Ok. On va passer à une autre question qui est sur justement la question des qualificateurs, enfin ce que vous avez appelé là, les qualificateurs produits. Du coup, la question était plutôt sur qui peut les habiliter, comment ça pourrait être habilité, qui pourrait les former, quelles sont les formations est-ce que du coup vous avez la lisibilité là-dessus? Et là, je dirais avec une autre question qui est aussi sur la question du rôle des bureaux de contrôle aussi. Dans justement la garantie qu'ils peuvent amener les bureaux de contrôle auprès des assureurs. Alors, je dirais que les contrôleurs techniques, comme certains maîtres d'œuvre, sont peut-être les plus habilités au travers d'une nouvelle mission qu'ils proposeraient, hein, à devenir des qualificateurs. Nous avons appelé ça des qualificateurs. Maintenant, on pressent que pas uniquement les contrôleurs techniques se lanceront dans cette démarche-là. Donc effectivement, nous, dans notre idée, mais c'est comme ça que nous voyons un petit peu les choses, hein, il faudra à la fois des formations d'entreprise, je dirais pour la qualification de ces produits, c'est-à-dire en termes assez simples, il n'est pas question pour un produit de réemploi de refaire faire toute une batterie de tests qui plomberait le projet. Ça, c'est pas possible. Bon. Sinon, on ne fait pas de réemploi. Ce qu'il faut déterminer, c'est véritablement l'essai type de référence qui sera ciblé vers une performance qui a pu se dégrader au niveau de ce matériau. Voilà. Donc, j'ai un produit, j'ai un procédé, j'ai une ou deux performances, on le sait par expérience, qui peut-être se sont dégradées dans le temps. Ben, ce sont ces performances-là que je vais tester en tout premier, en fait, hein. Donc, exemple, nous, on a un sociétaire qui fait du réemploi de parquet, du réemploi de dalles de plancher technique. Bon, c'est quelque chose d'assez courant dans le réemploi. Donc, c'est un sociétaire, on s'est mis d'accord, on a fait notre étude de risque et on a convenu qu'il teste un échantillonnage donné en fonction du nombre de produits qu'il récupère, hein. Donc, sur un échantillon bien précis, il va tester à la fois la charge, c'est-à-dire la flèche sous pression, hein, de ces dalles, et il va tester aussi la résistance au feu. Voilà. Voilà comment ça se passe. Alors après, qui pourra réaliser ce rôle de qualificateur, hein, je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, je pense qu'il y a pas mal d'acteurs qui pourront s'engouffrer dans cette mission-là. Qui pourra donner cette formation? Ben, je ne sais pas, peut-être des entités comme le CSTB, par exemple, hein. Il y aura aussi des formations qu'il faudra mettre en place pour les curateurs, hein, ceux qui vont déconstruire. Je donne un exemple, on n'arrache pas un garde-corps ou une menuiserie de la façade, voilà. Non, non, je pense que ça s'apprend. Il faut des gens, il faut des acteurs qui soient sensibilisés au réemploi. Bon, voilà. Moi, je vois déjà le CSTB qui, en l'occurrence, pourrait donner ces formations. Bon, voilà.
je n'ai pas d'autres réponses à apporter de plus pour le moment, étant donné que la filière est en train de se structurer. On va voir un petit peu au cas par cas quand les chantiers nous arrivent. Et puis, en fait, voilà, ce qui est important, c'est que les acteurs se mettent d'accord, que la filière se structure, de manière à ce que nous, assureurs, nous puissions normaliser notre risque. Alors, pour la MAF, il s'agit d'une recommandation que de faire appel à un contrôleur technique désigné le plus en amont possible pour anticiper à l'élaboration du projet et valider le choix des matériaux qui vont être réemployés. Ça fait partie de recommandations comme aussi les maîtres d'œuvre qui devront travailler avec des plateformes de réemploi reconnues au sein d'une filière organisée. Les matériaux validés par un acteur de confiance qui s'engage sur les capacités du produit à être réemployé. Donc, le contrôleur technique désigné le plus en amont possible pour participer à l'élaboration du projet et valider les choix des matériaux qui vont être réemployés. Le recours au réemploi ainsi que ses conditions doivent être spécifiées dans le CCPP lorsque le gisement est connu et envisagé lorsqu'il n'est pas encore identifié. Et puis, la DERAMA pour MAF veille à ce que les autres intervenants du chantier soient assurés dans de bonnes conditions au regard du réemploi et des matériaux biosourcés. Et ceci pour qu'il ne soit pas le seul à supporter le risque d'innovation du réemploi. Voilà, ça fait partie des recommandations. Je crois qu'il y avait Monsieur Le Goff là, qui est justement qui a un bureau de contrôle qui voulait intervenir. Je ne sais pas si. Oui, bonjour, Monsieur vous m'entendez bien? Oui. Déjà, merci beaucoup pour la qualité de votre intervention. C'est très clair et intéressant. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour laisser place aux autres questions, mais je vais apporter le point de vue du bureau de contrôle Alpes Contrôle. Donc, nous, on a créé une mission spécifique, le Pass Réemploi, qui permet, parce qu'en fait, on a beaucoup de retours de projets. À l'heure actuelle, on a plus de 60 lots de produits de réemploi qui sont sollicités. Et ce qui se passe, c'est que nous, on ne peut pas être requalificateur parce que c'est contraire à tous les agréments de tous les bureaux de contrôle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de conception. On ne peut pas dire demain, cette porte-là est coupe-feu une demi-heure ou ce carrelage à tel classement UPEC. On ne peut pas faire de conception. Et par contre, tout ce qu'on propose, c'est de suivre des demandeurs, des architectes, des maîtres d'ouvrage, des entreprises qui ne savent pas vraiment comment réemployer des produits. Et nous, on a toute une démarche qualité pour dire le plus en amont possible, oui, ce produit-là, il est possible, oui, celui-là, il ne l'est pas forcément, ou il faut faire telle batterie de test. Et la suite de cela, en ayant un suivi du A à Z du projet, et ben, jusqu'à la mise en œuvre, il y a beaucoup plus de facilité à réemployer des produits de réemploi, tout en n'ayant aucun sinistre et avoir une crédibilité aux yeux des assureurs. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est ce que tu disais, Stéphane, c'est la bien une nouvelle différence mission. entre le diagnostiqueur et le qualificateur? Alors non, Comme le bureau de contrôle non. intervient plus en amont? Non, parce que, alors, j'ai vraiment un doute là, parce que ce que vient de dire monsieur, c'est véritablement, donc, Alpes Control, hein, une nouvelle mission de suivi et de préconisation d'essai. Donc, en fait, un qualificateur, c'est ça, hein, c'est une nouvelle mission. Alors, on sait qu'un contrôleur technique ne peut pas être jugé parti, tant bien. Donc, il se peut qu'il y ait deux contrôleurs techniques, peut-être, enfin, on peut tout imaginer, hein, deux contrôleurs techniques sur le chantier, un contrôleur qui va avoir sa mission de base et un autre contrôleur technique qui peut avoir une mission plus décentrée sur le rôle de qualificateur. Et là, comme dit monsieur, qui va suivre une entreprise qui va dire bah, tel ou tel produit, vous pouvez le réemployer, oui. On va vous indiquer, on va vous conseiller des essais à faire. Voilà, c'est ni plus ni moins le rôle du qualificateur, nous, tel que nous l'entendons. Hein. Oui, et puis ce qui se passe, c'est qu'on apporte une crédibilité Oui, bien sûr. à la requalification du produit que l'architecte, le maître d'ouvrage ou l'entreprise voudra quand il va monter son dossier finalement. On va superviser le dossier pour dire oui, avec toutes les justifications et les requalifications que vous avez pu faire sur vos produits.
ils peuvent être tout à fait mis en œuvre dans cette situation-là et il n'y Tout à aura pas de fait, sinistre. tout à Et fait. j'ajoute un complément, c'est que c'est quand même difficile d'avoir 2 bureaux de contrôle. C'est un peu comme le phénomène des ETN. Il y a des bureaux de contrôle qui vont faire des enquêtes de techniques nouvelles qui ne vont Mhm. pas être reconnus par les autres confrères. Et il y a des confrères qui vont reconnaître des enquêtes de techniques nouvelles de certains confrères et pas d'autres. Et pas d'autres. Donc, par facilité, il vaut mieux avoir le même bureau de contrôle pour le réemploi d'un matériau de A à Z, de l'avant-projet jusqu'à l'exécution. Merci beaucoup, je vous dérange pas plus. Et super pour cette intervention, c'est une belle initiative. Merci beaucoup. Du coup, on avait une autre question qui revient là sur les typologies de produits, là, même si j'ai une petite idée sur la réponse, sur les matériaux qui, de votre point de vue, n'atteindront jamais les garanties suffisantes pour être assurés. Et voilà, du coup, est-ce qu'il y a une différenciation dans le cas de marché public ou privé sur la question de l'assurance, de votre point de vue? Voilà. C'est deux questions, hein, mais... Donc, est-ce que, voilà, par exemple, on a parlé de tout ce qui était le couvert, le structurel, évidemment. Voilà, est-ce que du coup, Oui. ça, c'est... Là, je vais vous dire, hein, tout dépend du matériau. Certes, j'ai dit tout à l'heure dans la présentation qu'il y a des matériaux où l'assureur, dans son étude de risque, ne demandera pas grand-chose. Ce que j'ai quand même omis de dire tout à l'heure, c'est que, et je vais répondre à la question, hein, c'est que la technique courante, et c'est en particulier le cas dans les produits de réemploi, la technique non courante, excusez-moi, n'est pas forcément synonyme d'aggravation de risque. Hein. Ça, c'est important de le comprendre. Du point de vue, nous, de nos études de risque telles qu'on les pratique à la SMA BTP, sur certains produits de réemploi, dans un projet donné, où on connaît bien les acteurs, où les missions sont bien réparties, où tout est périmétré, où on peut offrir les garanties sans aucun souci, où on a bien la vision sur l'étendue des missions de chacun, on va pouvoir donner la garantie sans pour autant faire des essais sur certains matériaux. Bon, voilà. Après, donc, sur les matériaux qui sont un peu plus sensibles, les menuiseries extérieures, ça revient assez souvent. Contrairement peut-être à ce que j'entends, au niveau des équipements électriques, là, nous, on a quand même un petit doute. Hein. On ne peut pas réemployer comme ça, sans test, sans essai, par exemple, un tableau électrique. Ça nous paraît quand même assez dangereux. Voilà. Donc, après, chaque assureur verra en fonction de ses réflexions, et nous entamons des réflexions sur pratiquement tous les matériaux à la SMA BTP. Hein. On est déjà bien avancé sur ce sujet. Donc, voilà, il y aura des matériaux pour lesquels on pourra donner notre garantie tout de suite, alors que d'autres, il faudra qu'on réfléchisse un petit peu et qu'on discute avec notre sociétaire. Je ne sais pas, Julie, si tu veux rajouter autre chose. Non, non, effectivement, hein, comme tu l'as soulevé, que la technique non courante ne veut pas forcément dire aggravation du risque. Donc, mais bon, ça doit être étudié en amont quand même. Voilà. Après, c'est pas forcément, par exemple, ça va pas forcément entraîner une surprime. Enfin, voilà. Ce qui est aussi intéressant à savoir. C'était derrière une question qui était justement sur le surcoût Oui. que peut générer les opérations, voilà, l'utilisation de matériaux de réemploi, et effectivement ce qui peut être un frein aussi au développement de la filière de réemploi. Donc voilà, est-ce que là-dessus vous pouvez répondre? Non, ouais, voilà, je pense que c'est ça, c'est que de l'analyse et bon après, avoir, les règles qui vont être amenées après professionnelles à évoluer et du coup à normaliser le risque. Mais dans l'attente, il y a une étude qui sera faite au préalable et comme le risque ne sera pas forcément aggravé, il n'y a pas forcément une surprime qui sera appliquée pour une extension de garantie. C'est pas c'est pas un automatisme, ça va dépendre du risque, enfin, c'est toute une étude un peu technique préalable et de comment
le process qui a été fait tout autour du réemploi là, des matériaux est organisé. Même réponse chez Madame Adamski. Votre micro est coupé. Excusez-moi, j'avais un petit souci avec ma souris. Écoutez, c'est vrai que le coût peut être plus cher que le neuf finalement avec le réemploi. Mais bon, c'est un choix. Moi, je reviens au programme du maître d'ouvrage. C'est un choix délibéré du maître d'ouvrage. Environnemental, choix. Et puis de payer plus cher parce que nécessairement, on sait bien que le réemploi, c'est pas forcément moins cher. Au contraire. Oui, là, on disait que ça pouvait être un frein quand même au réemploi, alors que législativement, voilà, on nous induit vers le réemploi, mais réellement, ça paraît difficile d'après vos explications, puisqu'il faut avoir des personnes pour qualifier les matériaux et on n'a pas de formation pour ces personnes qui doivent les qualifier. Donc, il y a encore des choses qui paraissent à mettre en place. Oui, bien sûr, Oui, mais ça peut se faire très vite, hein, en fait. Moi, je ne pense pas que enfin, tout ça, ça dépend encore de la structuration de la filière. Voilà, il y a des choses qui doivent être mises en place. Un des principaux freins, c'est de convaincre le maître d'ouvrage d'utiliser des produits de réemploi dans ses projets. Voilà. Pour moi, c'est ça l'un des principaux freins. Et il faut s'organiser de manière à ce que l'on montre que les matériaux, les procédés, les produits de réemploi, s'ils ont subi le cas échéant, et dans le pire des cas, les produits, les essais qu'il faut hein, pour mesurer les performances résiduelles, s'ils ont subi ces tests et qu'ils les ont passés, le matériau de réemploi, eh bien, il peut aussi bien être mis en place qu'un matériau neuf. Donc voilà, c'est surtout ça, je pense. Oui, Je crois qu'il y a Anaïs qui voulait intervenir. Excusez-moi, outre les freins techniques, financiers, mais on se heurte quand même à une pénurie de matériaux et peut-être qu'on n'aura pas vraiment le choix. Nous Anaïs, tu avons voulais donc, intervenir oui. Et puis Virginie Thomas après. Oui, c'est ça, oui, tout à fait, j'ai vu. Du coup, je voulais juste qu'on reprécise parce que là, je trouve les échanges très intéressants depuis le départ, les présentations que vous avez faites, mais finalement, là, vous êtes en train de dire que ce qui est assez rigolo, c'est que chaque acteur prétend que le frein est du côté de l'autre. C'est-à-dire que nous, on a des acteurs qui n'arrêtent pas de nous dire le frein est chez les bureaux de contrôle ou le frein est chez les assureurs. Là, vous venez de dire que le frein est chez la maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est rigolo parce qu'au final, je crois que tout le monde a une perception qui est liée à son positionnement, que le frein est chez l'autre. Donc, c'est rassurant parce que du coup, je pense que finalement, le frein est sûrement à peu près nulle part. Donc, je trouve que collectivement, on peut peut-être se féliciter de ce sujet-là et qu'il y a sûrement des solutions à trouver. Ce que je trouve intéressant, c'est cette question de qualificateur parce qu'au final, j'ai l'impression, et c'est mon sentiment, je ne sais pas s'il est partagé par les participants, mais c'est que les assureurs sont en train de vouloir faire en sorte que la filière fasse émerger ce type de métier, mais est-ce que c'est finalement bien nécessaire? C'est une question qu'on peut se poser. Parce que là, je vous entends depuis tout à l'heure dire que sur certains types de matériaux, si tout est bien cadré avec le bureau de contrôle, que on a la traçabilité, que les missions sont bien précisées, alors du coup, on n'a pas besoin d'essais, donc a priori, on n'a pas besoin de qualificateurs. Et au final, est-ce qu'on n'a pas une chose en deux temps, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui, avec les compétences et les volontés qui sont présentes dans un contexte bien cadré sur certaines typologies de matériaux, on peut y aller relativement les yeux fermés, alors bien sûr en consultant l'assureur, ça on l'a bien compris pour l'instant, et est-ce que du coup, dans un second temps, sur des matériaux qui sont un peu plus touchy, je reprends votre mot, je pense que c'est un peu ça, et bien du coup, est-ce qu'il n'y a pas matière à réfléchir collectivement la manière dont il serait le plus intelligent de se sortir des freins qu'on peut avoir sur ces typologies de matériaux? Bah,
au niveau technique, ce qui va débloquer les choses, c'est les recommandations professionnelles qui vont sortir sur les produits. Donc là, vous allez tomber dans la technique courante. Donc, dans ces recommandations professionnelles qui émaneront des guides FBE là, que le CSTB a rédigés, il y a de la méthodologie. Il y a des essais qui seront préconisés pour chaque matériau. Bon, et vous imaginez, alors, c'est vrai qu'on a cité tout à l'heure que, notamment, au niveau des monuments historiques, on peut réutiliser des tuiles, on peut réutiliser des ardoises. Ça se fait depuis la nuit des temps, oui. Bon, ça, ce sont des matériaux, c'est vrai, où on ne sera pas forcément très regardant. Bon, sur les tuiles, on sait qu'il y a la gélévité. Sur les ardoises, on sait que elles peuvent être aussi parfois gélives, mais aussi il peut y avoir de la pyrite, donc des inclusions minérales qui dégradent l'ardoise. Donc, il va falloir quand même peu ou prou à un moment élaborer un échantillonnage pour regarder un peu quand même les produits qu'on va remettre en place. Ce n'est pas forcément cet échantillonnage et cette qualification ne va pas forcément aboutir à des essais. Ça peut être un contrôle visuel, nettoyage, après, ça c'est la préconisation de reconditionnement, hein. Mais je l'ai bien dit tout à l'heure, hein, il ne sera pas question pour l'assureur de plomber le projet. Si vraiment l'assureur estime qu'il y a un risque prégnant, là, il ne suivra peut-être pas, mais je ne pense pas qu'on soit dans ce cas-là dans la majorité des cas. Oui, parce que là, vous parlez des guides, mais en fait, on parle de 8 ou 10 produits. Oui. Combien de produits Pour le moment. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'échelle des acteurs, c'est pour ça que je me permets de poser la question, parce que je suis sûre que certains derrière l'écran se posent la même question, c'est-à-dire que la plupart des acteurs aujourd'hui sont sur le pas de côté, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que le CSTB est sorti d'ici 10 ans. Je ne sais pas combien de matériaux sont présents dans un bâtiment, mais enfin, on n'en parle pas de 10. Et on doit être plutôt sur plusieurs centaines. Je sais pas, j'ai pas d'idée comme ça préconçue, mais enfin, donc ça veut quand même dire qu'il va falloir faire des pas de côté d'ici là. C'est-à-dire que sinon, on ne fera rien. Et comme le disait Muriel, très justement, Muriel Adamski, c'est qu'on est contraint aussi par un contexte de manque de ressources, de manque de disponibilité de matériaux, de prix qui montent. Enfin, il y a aussi d'autres influences aujourd'hui que la simple volonté environnementale. Enfin, il y a plusieurs facteurs là qui nous mènent à nous dire qu'il faut que ça s'accélère au-delà de la volonté des acteurs qui sont très engagés. Juste peut-être pour vous dire que là, normalement, il ne reste que 4 minutes d'ici la fin du… On va laisser Virginie, peut-être, Thomas. Peut-être on va laisser Virginie intervenir et essayer de voir si on peut répondre à sa question. Voilà. Merci. En fait, ce n'était pas une question, c'était une remarque en tant que… Alors, moi, je ne m'occupe pas directement des bâtiments de la construction, mais des filières construction durable. Et on travaille notamment avec Hydre et Anaïs sur le réemploi. Mais d'un point de vue de maîtrise d'ouvrage, quand je vous entends, donc il faut que j'ai quelqu'un qui m'aide à écrire le marché. Il faut que j'ai un assureur qui soit OK pour mettre des matériaux de réemploi. Il faut que j'ai qualifié le bâtiment avant avec un diag. Il faut que j'ai vérifié que mon bureau de contrôle accepte de mettre en place soit une porte, soit des tuiles, soit nanana. En fait, quand on écoute comme ça, nous, on a des maîtrises d'ouvrage qui parfois ont déjà de la difficulté à utiliser des matériaux bas carbone parce que toutes les réglementations n'ont pas été validées. Le réemploi, c'est incroyablement plus compliqué parce qu'on parle de matériaux très différents les uns des autres. Est-ce que quand on parle de rénovation et de construction neuve, est-ce que c'est encore différent? Enfin, là, ça me fait peur quand je vous entends et je vois la complexité, en fait, si vous voulez, d'un point de vue de maîtrise d'ouvrage, quand on a des équipes qui sont formées, ça va beaucoup plus vite. Mais quand on est maire d'une petite collectivité et qu'on veut faire bien, l'accompagnement, à ce moment-là, il est primordial. Et derrière, je pense aussi au rôle du conseil régional sur la formation. On accompagne notamment les demandeurs d'emploi ou les salariés
de TPE-PME sur des qualifications complémentaires. Et là, on parlait du qualificateur. Pour l'instant, je ne peux pas dire, le conseil régional va par exemple accompagner un marché de formation pour pousser la filière en formant des qualificateurs. Voilà. Donc en fait, il y a une volonté politique, il y a une volonté d'aller vers le réemploi, c'est dans la loi, c'est dans la réglementation. Mais là, voilà, et en même temps, j'entends la nécessité de faire les choses bien et parce que c'est une question de sécurité, c'est une question d'assurabilité aussi. Donc, je respecte totalement ce point de vue-là. Mais c'est vrai que je rejoins Anaïs. On ne va pas attendre que le CSTB sorti pour tous les matériaux un guide. Enfin, voilà. Donc, je n'ai pas la réponse à ma question. Je pense que personne ne l'a, mais c'est simplement pour vous alerter d'un point de vue maîtrise d'ouvrage, il faut être sacrément moteur et volontaire et s'entourer vraiment des bonnes personnes. J'ai l'impression que c'est pas simple. Voilà, c'était juste cette alerte que je me permettais de faire, mais il n'y a pas de souci, c'est super le réemploi et vive l'économie circulaire et voilà. Oui, mais je vous comprends tout à fait. Merci. Et la Merci, contrainte, Virginie. oui, administrative, ça va être très lourd, oui. Oui. Bon, on arrive au Bon, terme. après, donc on n'a pas- l'effet de synergie, 1 plus 1 égale 3, on sera meilleur et il faut travailler ensemble. Enfin, moi, je sais que la MAF favorise, encourage l'innovation. Et comme toute chose nouvelle, ça fait un peu, on avance à petits pas, mais on va avancer. Dans tous les cas, il y a la loi, il y a Oui, c'est ça, il y qui a est une espèce de encadré. process à structurer, quoi. Enfin, là, c'est Non, on n'est qu'au avec début. plusieurs intervenants et c'est vrai qu'effectivement, ça peut laisser cette impression de tout le monde se protège un peu, ça se crée, quoi. Voilà, faut Non, sécuriser le risque. oui, c'est ça. On avance pas à pas. Nous, on a des sociétaires qui nous proposent du réemploi. La SMA BTP ne crée pas de difficultés. On les accompagne, puisque vous avez employé le mot. Hein. On a des experts conseils qui réalisent des études de risque. On les accompagne et cet accompagnement de nos experts, il est plutôt bien pris par nos sociétaires parce que on les alerte justement lorsqu'on détecte des problématiques sur tel ou tel matériau qui sont inscrits dans le CCTP, quand ils sont inscrits. Donc là, il va falloir aussi faire un effort pour rédiger les CCTP. Enfin, on n'a pas tout abordé, hein, mais il y a de nombreuses questions que l'assureur se pose. Quand il y a un sinistre, est-ce qu'on va remplacer par un matériau de réemploi ou est-ce qu'on va remplacer par un matériau neuf, hein? Voilà, est-ce qu'on aura un sursinistre ou est-ce qu'on n'aura pas un sursinistre? Il y a toutes ces questions-là qui se posent, qu'on n'a pas forcément abordées, mais qui expliquent aussi pourquoi l'assureur veut y aller petit à petit avec un référentiel, en fait. Hein. Donc, on n'attend pas qu'il y ait le référentiel. Aujourd'hui, à la SMA BTP, comme je vous ai dit, hein, actuellement, on assure au cas par cas. C'est le cas. On a de nombreux sociétaires qui nous demandent et qui nous déclarent qu'ils veulent mettre en place des produits de réemploi. Voilà, et on les accompagne. Très bien. Après, moi, je remercie Virginie pour son intervention qui va nous permettre, je pense, de clore en disant que effectivement, il y a plein de choses à faire. Après, tous les acteurs sont très conscients dans leur rôle des points de vigilance et des actions qu'ils ont à mettre en œuvre et des outils. Et puis surtout, l'intérêt de travailler collectivement et donc de coopérer et de se faire accompagner, quel que soit son rôle dans la chaîne, par les bonnes compétences. Et du coup, ça justifie totalement notre collectif qui organise aujourd'hui ce webinaire. Et donc, je pense que c'est très bien ces interventions de montrer que pour aller dans le bon sens, on a plusieurs leviers. Et, si on arrive à les activer, on sera plus rapide sûrement que le CSTB. Il y a de grandes chances même. Voilà. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup donc, aux personnes qui nous ont suivis. Merci beaucoup aux intervenants pour leurs explications qui ont été très claires. Est-ce que Clémentine, tu veux nous dire un petit mot? Non, tout va bien pour moi. Je suis d'accord avec les interventions. C'est super du coup qu'on ait pu avoir
ces petits échanges avec les assureurs parce que c'était vraiment un besoin aussi voilà, des acteurs de la filière. C'est aussi quelque chose qu'on a relevé lors des bulles qu'adresse donc des bulles de coopération sur le 64. Donc c'était un plaisir de vous avoir. Et puis voilà, je suis d'accord avec le fin mot de Virginie et Anaïs, quoi, où il faut vraiment se serrer les coudes, que voilà, il faut un accompagnement de tout le monde et que tout le monde fasse un peu de pas. Et du coup, d'un point de vue très technique, vous nous autorisez à fournir vos présentations que vous avez présentées aujourd'hui dans la restitution du webinaire, que ce soit la SMA ou la Oui. MAF? Oui. Oui. Ok. Parfait. Très bien. Et Nous du coup, allons ils sont donc- enregistrés, visibles en replay pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, parce que je vois qu'on n'a pas eu autant de participants qu'escompté, donc Oui. je pense qu'il sera très suivi en replay également. Il sera disponible en ligne dans les jours à suivre et je vous ai mis en lien dans un commentaire épinglé sur la conversation le replay du webinaire d'avant, donc sur la REP et les éco-organismes. Merci. On remettra les deux, pour information, on remettra les deux